La naissance de ce projet vient de la lecture de Saint-Simon, qui a consacré à cette affaire des pages très belles où il donne une évocation presque biblique de cette aventure, de l'apparition d'un fantôme, et qui livre lui-même une hypothèse que peu de ses contemporains avaient osé présenter. Donc à partir de ces pages-là, des commentaires qu'a pu faire son éditeur, Arthur de Boislisle, au XIXe siècle, et les documents que Arthur de Boislisle a pu apporter, j'ai découvert que ça avait été un événement très important, qui avait eu un grand écho sur le moment, et puis dont le souvenir s'était maintenu discrètement au XVIIIe siècle pour finalement s'éteindre au XIXe et au XXe. Et ce n'était pas devenu un événement de l'histoire de France. Néanmoins, j'ai pensé que cette anecdote, ce petit fait vrai, pouvait renvoyer à beaucoup d'éléments de la société, de la culture, de la religion de la fin du XVIIe siècle, et en particulier tout ce qui a trait au surnaturel, et en particulier au surnaturel populaire, c'est-à-dire tout ce que la religion constituée, la religion catholique, avait pu gommer, et tout ce qui restait finalement vivace derrière la façade de l'Église catholique et de l'État royal. Et le fait que ce maréchal Ferrand soit venu à Versailles m'a beaucoup intéressé aussi, parce que cela permettait de voir comment le roi, dans un système de monarchie absolue, pouvait avoir accès à ces sujets, essayer d'avoir un dialogue, et finalement, même s'il n'a peut-être pas vu le maréchal Ferrand, ne lui a pas parlé, mais en tout cas probablement il l'a rencontré brièvement, ou plus longtemps, comme le veut Saint-Simon. Quoi qu'il en soit, l'entrevue était possible. Et c'était intéressant. Et vous le voyez, en même temps, ni le maréchal Ferrand, François Michel, ni Louis XIV n'ont livré le secret de l'affaire, alors qu'il y avait un message. Et je crois que c'est aussi ce qui m'a paru intéressant, un peu un défi, c'est-à-dire de faire un livre qui n'est pas court, qui est un livre de 600 pages, sur un message que nous n'avons pas, et qui finalement, si on le regarde bien, peut retentir dans notre conscience profondément, et renvoyer aussi à la conscience des contemporains de Louis XIV. Alors, tout ce qu'on sait, c'est finalement assez peu de choses. C'est qu'à la fin de 1696, probablement le 8 décembre 1696, un maréchal Ferrand de Salon, Salon de Provence aujourd'hui, donc de Salon, a vu une lumière, a peut-être entendu une voix, a trébuché, comme s'il avait été poussé par une force puissante, et a entendu un message qui lui ordonnait de se rendre à Versailles pour livrer au roi un message, au roi Louis XIV. La créature, le fantôme qui avait parlé, lui a ordonné de se rendre chez l'intendant, ce qu'il semble avoir fait, mais nous n'avons pas non plus de documents administratifs sur cette affaire. Mais en tout cas, tous les contemporains témoignent du fait qu'il a quitté Salon, et vous le voyez, l'écho était d'autant plus grand que c'était Salon, là où Nostradamus avait vécu. Et en plus, on a attribué d'emblée, dans les temps qui ont suivi, alors que le maréchal n'avait peut-être pas encore quitté Salon, on a attribué un quatrain de Nostradamus à cette affaire, dont le dernier vers disait qu'il délivrera un grand peuple d'impôts. Donc, vous voyez, la promesse de supprimer les impôts, c'est toujours un moment important. Et c'est ça qui a fait entrer finalement l'affaire dans la sphère politique. À partir du moment où on parle des impôts, le contexte, c'est une grande guerre, la guerre de la Ligue d'Augsbourg, une grande crise
crise économique, démographique en 93-94, un impôt nouveau, la capitation, qui est un impôt original, puisqu'il frappe finalement tout le monde, même la noblesse, même les riches. Donc le contexte peut-être se prêtait à cet écho que l'affaire a pu susciter. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'homme s'est rendu à Versailles, il a été reçu par un secrétaire d'État, Saint-Simon dira un ministre, peut-être a-t-il vu le roi, Saint-Simon dit qu'il a eu 2 entrevues, puis il est rentré chez lui, il a vécu une vie ordinaire, il n'a rien dit, il est probablement devenu une sorte de phénomène, hein, un peu le prophète, on le surnommait comme cela, mais il n'a jamais rien dit. Quelles qu'étaient les demandes qu'on ait pu lui faire, et Louis XIV non plus. N'a rien dit, les ministres n'ont rien dit. Donc vous voyez, ce silence a aussi peut-être donné l'occasion aux imaginations de s'inventer des solutions, des hypothèses. Et progressivement, l'idée va naître que derrière cette affaire, alors c'est surtout au milieu du XVIIIe siècle que l'idée va s'imposer, que toute cette affaire était une sorte de mystification pour préparer la déclaration de Madame de Maintenon, c'est-à-dire que Madame de Maintenon était la femme de Louis XIV, mais elle n'était pas reine. Donc cela aurait permis finalement de donner un statut officiel à cette femme de l'ombre, dont tout le monde voyait la présence, dont tout le monde devinait l'influence, mais qui n'avait pas de statut clair et net. Néanmoins, Madame de Maintenon n'a pas été déclarée au temps de Louis XIV. Peut-être, néanmoins, cette affaire a-t-elle fait évoluer les choses en donnant une certaine visibilité à Madame de Maintenon, en accompagnant cette sorte de révélation de Madame de Maintenon. Ce qui est étonnant, c'est que cette affaire a marqué les contemporains, qui en parlent dans leurs mémoires ou dans leurs journaux intimes, mais nous n'avons pas de documents en France, ni de l'intendant, ni des ministres, ce qui est un peu surprenant. Je signale qu'il y a sur cette affaire, il y a eu des livres nombreux, et en particulier le dernier très important, en 1990, de Jean-Pierre Tennevin, qui avec un esprit de critique acéré a regroupé tous les documents, les a soumis à un examen terrible, et a même demandé des études graphologiques sur l'écriture de François Michel, a demandé quel était le temps, la nuit où ça s'est passé, c'est-à-dire qu'on peut savoir que le ciel était clair. Donc il a fait une étude merveilleuse et il a découvert un document nouveau, très important, à Lyon, très détaillé, où il y a des choses qu'on n'en avait pas. Donc vraiment, vous le voyez, la recherche continue et je salue Jean-Pierre Tennevin à cette occasion. Mais d'une certaine manière, l'écho a été très fort à l'étranger. C'est un événement européen. Pourquoi? D'abord parce qu'il y a une presse importante de langue française qui est issue du milieu des réfugiés, des protestants qui se sont réfugiés à l'étranger après la révocation de l'édit de Nantes, qui nourrissent à la fois l'admiration pour leur pays, une nostalgie pour leur pays, mais en même temps qui détestent Louis XIV, qui les a condamnés à l'exil. Donc ils ont un sentiment ambigu, et très tôt ils ont senti que cette affaire pouvait être mauvaise pour eux. Et j'ai tenté une interprétation finale, et je pense qu'ils avaient raison. C'est probablement une affaire qui marque la volonté de proposer une réforme religieuse et morale du royaume, donc d'aller encore plus loin que la révocation de l'édit de Nantes, d'une part en appliquant très fortement l'édit de Nantes, en célébrant peut-être Madame de Maintenon, qui est un peu la mère de l'Église, une bonne catholique, et j'ai associé ça à une déclaration de décembre 98 qui rend obligatoire la présence d'un maître et d'une maîtresse d'école dans chaque paroisse. Et ce serait là une décision importante, assez bien en relation avec le climat qui va suivre la paix de 1697.
Cette affaire est intéressante parce qu'elle permet de préciser les relations d'un roi, en particulier Louis XIV, qui nous apparaît, nous, dans Sa Majesté, à travers le tableau de Rigaud, et ces simples sujets, les simples gens, les gens ordinaires. Alors d'abord, je crois que naturellement, Louis XIV, en bon chrétien, était très attentif à la douleur des gens, mais en même temps, il est environné de protection, de garde, accéder à des milieux populaires, comme nous dirions-nous, c'est pas si facile. Alors il a plusieurs perspectives. D'abord, il y a tout un monde qui l'environne de serviteurs. Alors, certains sont plutôt des bourgeois, mais par exemple, sa nourrice venait d'un milieu simple. Alors, bien sûr, elle a eu beaucoup d'avantages d'avoir été la nourrice du roi de France, mais néanmoins, elle venait d'un milieu très simple, et ça a été jusqu'à la mort de cette femme, eh bien, c'était la première personne qu'il voyait chaque jour. Il y avait aussi tout le monde des chevaux, le monde et c'est intéressant que le héros de mon histoire, François Michel, soit un maréchal ferrant, c'est-à-dire quelqu'un qui est un peu un intermédiaire entre les milieux. C'est un artisan, ce n'est pas un artisan riche, mais il est plutôt à l'aise, et puis les milieux de la grande noblesse, pour qui le cheval est essentiel, qu'il s'agisse de la chasse, de la guerre, des carrosses. Donc il y a une attention au cheval, et ça certainement, ça a aidé François Michel à Versailles. C'est-à-dire qu'il a reçu un très bon accueil, en particulier de Monsieur le Grand, c'est-à-dire le grand écuyer. C'est celui qui s'occupe de toutes les écuries avec Monsieur le Premier. Donc c'était forcément, vous voyez, un langage commun en quelque sorte, d'hommes de chevaux qui ont une passion des chevaux, et ce n'est pas ordinaire. Il savait de quoi parler finalement. Et ça, je pense que ça joue un rôle important. De même, Louis XIV s'occupait beaucoup de ses jardins, et il était finalement familier de discussions avec ses jardiniers, parce que ça comptait beaucoup, la disposition des plantes, les arbres, le soin pour les arbres. Donc en réalité, vous le voyez, de façon assez commune, le roi très naturellement a accès à des hommes du peuple, mais peut-être dans l'exercice de leurs fonctions. Ici, c'est un homme qui n'a aucune raison de venir à la cour. Et il faut pas se tromper. Je crois que c'est pour ça que j'ai voulu mettre en valeur cette affaire. Il a fallu beaucoup de courage moral à un simple artisan pour franchir toutes ces barrières. Aujourd'hui, c'est pas si facile non plus d'obtenir une entrevue avec un homme d'État. Alors bien sûr, pour serrer la main dans la rue, c'est possible, mais pour lui parler de choses sérieuses, c'est quand même pas si facile. On ne frappe pas à la porte et on n'entre pas. Donc, vous le voyez, dans cette monarchie qui entretenait des distances, qui était fondée sur une hiérarchie sociale extrêmement marquée, eh bien, le fait qu'un simple artisan de salon, alors bien sûr, il venait de salon, et je dirais que Nostradamus a été un intercesseur, le fantôme a été un intercesseur, eh bien finalement c'est ce qui a fait de lui une sorte de porte-parole. Mais les dangers existaient, grâce à Michel Foucault, il y a d'autres affaires du même type qu'il a retrouvées, quelqu'un qui voulait un peu plus tard, une affaire du début du XVIIIe siècle, quelqu'un qui voulait également donner un message à Louis XIV, eh bien on l'a enfermé, on voulait qu'il dise quel était son secret, il ne l'a pas fait, il est devenu fou. Et on ne l'a jamais libéré, ou vous voyez, on l'a maltraité, ça veut dire qu'on le torturait, parce que finalement ce que l'on pouvait craindre, c'est ça, alors ce sont des catégories, vous voyez, d'autrefois, on craignait les visionnaires, c'est-à-dire les gens qui avaient des idées absolument utopiques, qui voulaient proposer leur propre vision du monde. Mais ce n'était pas forcément, disons, des gens qui avaient une folie douce. On pouvait craindre des fous, carrément, des gens déséquilibrés, et de l'attentat. Ce que, visiblement, on redoute, c'est l'attentat, le coup de couteau. Dans le cas de François Michel, et je crois que le délai qui va de décembre à avril, eh bien, c'est aussi l'exercice de tous ces contrôles. Je pense que, vous voyez, qu'il ait eu affaire à un secret d'État ou au roi lui-même, on a établi beaucoup de contrôles. Alors, si on l'a laissé venir aussi, je pense que c'est que l'affaire amusait. C'est très ennuyeux, enfin la vie de cour est assez ennuyeuse, répétitive, donc tout événement un petit peu étrange
est intéressant. De plus, Louis XIV, malgré l'affaire des poisons, n'était pas insensible au merveilleux, à l'astrologie. Madame de Montespan était très, très portée sur ces affaires occultes. Donc c'était intéressant. Et c'est là que tout a changé. C'est-à-dire que le maréchal Ferrand est venu à Versailles. Il a vu un secrétaire d'État, il a vu probablement aussi le valet de chambre de Louis XIV, Bontemps, qui lui a fait visiter le château. Donc les gens l'ont fait parler. Et peut-être Louis XIV lui a-t-il parlé aussi longuement, pourquoi pas. Madame de Maintenon, il y a une idée selon laquelle il aurait pu voir le roi chez Madame de Maintenon, donc pourquoi pas. En tout cas, il y a un moment clé, c'est-à-dire que on n'a pas de défiance, on ne craint pas l'attentat, on ne craint pas la folie, on le laisse venir, mais au moins on va rire. Et c'est pas drôle. Et puis, alors, c'est quand même embarrassant, c'est une histoire de fantôme. Or, nous sommes à la fin du XVIIe siècle. Alors, représentons-nous ce qu'est le XVIIe siècle. C'est le temps de Pascal, c'est le temps de Descartes, de la raison, de Leibniz, de Newton. Et ce retour à un merveilleux avec l'apparition de fantômes, donc un surnaturel que l'Église accepte, mais du bout des lèvres, eh bien, ça pose un problème. Et il y a eu une grande offensive dans le monde protestant autour du livre de Balthazar Becker contre toutes ces superstitions, contre les fantômes. Et même là, dans le monde protestant, on a eu des réticences. Donc vous voyez, il y a une part d'incrédulité. Et finalement, c'est une scène que tout le monde rapporte, donc on peut supposer que quelqu'un l'a relatée. C'est le roi parlant à son capitaine des gardes, qui est le maréchal de Duras, et le maréchal de Duras disant si cet homme n'est pas fou, le roi n'est pas noble. C'était un proverbe. Et là, Louis XIV, quoi qu'il en soit qu'on lui ait rapporté ce que l'on savait de l'homme, soit que lui-même lui ait parlé, le roi dit « cet homme n'est pas fou, il est de bon sens ». Et là, vous voyez, brusquement, tout change. C'est-à-dire que c'est le roi, hein, dans un état royal, il a parlé, donc toute l'affaire devient sérieuse. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ce n'est plus l'affaire d'un visionnaire, c'est plus l'affaire d'un fou, ce n'est plus l'affaire d'un désaxé, c'est une affaire qui mérite l'attention et c'est bien pour ça que, vous le voyez, progressivement, on va s'orienter vers d'innombrables interprétations. Alors, ce que je dis à un moment, et ce qui me semble fort, c'est que finalement, très peu de commentateurs ont supposé qu'il y avait vraiment eu un fantôme. Ça veut dire qu'on n'y croit pas aux fantômes. On cherche une idée, mais pas qu'il y ait des fantômes et que les fantômes parlent. Alors d'autant plus que, je vous l'ai dit, Saint-Simon lui proposera une hypothèse merveilleuse, c'est que ce soit la reine Marie-Thérèse qui apparaisse. Elle est morte en 83, donc un peu plus de 10 ans auparavant. Elle apparaîtrait, ça serait finalement très cohérent pour dire à Louis XIV qu'il pouvait se marier avec de Maintenon. L'au-delà le permet. Donc alors là, le signe du ciel. Mais je crois que plus profondément, d'une part, c'est un porte-parole du peuple. Moi, je le vois comme ça. Et ça a été bien senti par les observateurs. C'est un homme qui porte un message du peuple, probablement de baisser les impôts, de supprimer l'impôt de la capitation, de faire la paix, de transformer le monde, hein, et peut-être, pourquoi pas, de lutter contre les protestants. Hein. Il vient de la Provence, hein, autour de la Provence, il y a les Cévennes, il y a le Dauphiné, donc peut-être que c'est un message religieux, mais donc cette idée forte d'une réforme, et d'une certaine façon, il représente un signe du ciel. Et vous le voyez, après un signe, on règne. Louis XIV règne depuis 1643. Il a pris vraiment le pouvoir en main, c'est-à-dire que tout lui est attribué, et depuis 1661, c'est très long, il y a eu des guerres, il a pris des décisions terribles, et lui-même attend quelque chose, et ça je crois que c'est fort. Alphonse Dupron avait parlé de recharge sacrale. Et finalement, le tableau de Rigaud, en costume de sacre, montre bien on a besoin de ça, hein, de le montrer avec le costume du sacre, de dire oui, il a été sacré, Dieu l'aime.
hein, il y aurait même peut-être une analyse, une approche de type psychanalytique, comme Philippe Boutry l'a tenté pour Louis XVIII, qui lui aussi, plus tard, a reçu un homme, un paysan. Et on retrouve ce même type de relation. Et Boutry, qui dialoguait avec un psychanalyste, a dit il ne frappait pas à une porte fermée. Je crois qu'il y a de ça. Il est probable que pour Louis XIV, pour la cour, peut-être pour la France, il y avait ce besoin d'un message. Alors, l'étonnant, c'est qu'en effet, on n'est pas porté plus loin l'affaire, qu'on ne l'ait pas instrumentalisé. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que peut-être a-t-on voulu le faire, peut-être que les événements ne l'ont pas permis, peut-être que ce durcissement de l'édit de Fontainebleau, c'est-à-dire de la révocation de l'édit de Nantes, allait dans ce sens-là. Et progressivement, je crois que c'est un peu ce que les commentateurs ont ressenti au XVIIIe, au XIXe siècle, c'est que cette histoire pouvait être utilisée un peu par les partisans du trône et de l'autel, en quelque sorte, ceux qui pensent que l'État royal ne peut pas vivre sans un accord parfait avec l'Église, avec sa loi dans sa sévérité, et que finalement, c'est ce que demande aussi le peuple. C'est pas seulement les prêtres, c'est pas seulement les hommes d'Église, c'est pas seulement les élites, mais c'est aussi ce que demande le peuple, parce que ce peuple est un peuple profondément chrétien, et finalement son respect du roi, eh bien, est lié au fait qu'il respecte Dieu. Et pour les observateurs, pour ceux qui réfléchissent, eh bien, le système ne tient aussi que comme ça. Et c'est finalement les journalistes du 19e siècle sentiront cela. Ceux qui ressusciteront cette affaire, il faut bien le dire, ce sont souvent des partisans d'une monarchie absolue, légitime, et c'est certainement un aspect de cette affaire qui intéressera. Et ça intéressera aussi, bien sûr, tous ceux qui aiment les fantômes, les forces surnaturelles, les sciences occultes, et ça, c'est l'occasion, j'ai essayé de le montrer, eh bien qu'il y a une culture occulte qui est forte, d'ailleurs qui donne lieu à des écrits qui sont publiés, donc ce n'est pas non plus de grands secrets autour des idées de Paracels. Il y a une infraculture qui coexiste en quelque sorte avec la religion bien établie. Et on l'a bien dit aussi pour les hommes de science. Ils étaient bien sûr rationalistes, mais ils aimaient beaucoup aussi faire des expériences un peu mystérieuses du côté de l'astrologie, voire de l'alchimie. Et même si on avait bien séparé la chimie et l'alchimie, dans la pratique, les liens existaient entre l'astronomie et l'astrologie. Ce n'est pas la même chose, mais néanmoins, une curiosité peut toujours demeurer. Donc, vous voyez, je crois que cette affaire permet de tirer des fils innombrables, de rappeler ce qu'était ce temps, un moment précis, un moment d'un long règne, et un moment intéressant finalement, qui est un peu l'apogée, avant la succession d'Espagne qui va précipiter dans une autre dimension. C'est finalement l'aboutissement de 40 ans d'efforts des Français, sous la poigne, sous la férule d'un roi puissant et autoritaire. Donc cette petite bouffée d'air frais était finalement une piste qui me paraît un peu nuancer les visions trop statiques que l'on peut avoir de l'État, de la religion, de la réforme catholique, de la science. Tout n'est pas si simple. Il y a aussi des pas de côté qui sont toujours très intéressants d'examiner. Ce qui est difficile à comprendre, c'est pourquoi le maréchal Ferrand et Louis XIV sont restés muets sur cette affaire, n'ont pas établi de commentaires. Pour le maréchal Ferrand, je crois que ça va dans le sens de son caractère. Et il est très intéressant de lire ce qu'écrit Saint-Simon, parce que pour Saint-Simon,
C'est un homme très droit, mais qui pour lui est incompréhensible. Quelqu'un qui a eu accès à la cour, qui n'a rien demandé en échange, qui n'a pas voulu rester, qui a voulu partir. Pour lui, c'est un paradoxe vivant. Comment peut-on être un chrétien, un simple chrétien, un simple sujet qui reste à sa place? Et vous voyez, c'est ça, je crois que dans le caractère de François Michel, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas surjoué, il a été un moment en pleine lumière et il est rentré dans l'ombre volontairement. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il a été un peu oublié par l'histoire. C'est pas Jeanne d'Arc non plus. On peut rapprocher cela de tous ceux qui ont proposé des entreprises nouvelles, et en particulier, bien sûr, le modèle de Jeanne d'Arc. Et Madame du Noyer va évoquer Jeanne d'Arc à propos de cette affaire. Mais il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas eu de faits spectaculaires qui en ont découlé. Donc, on ne s'est pas souvenu de cette affaire-là. Et en plus, Madame de Maintenon n'a pas été déclarée. Si c'était lié, on aurait peut-être pu trouver un lien. Alors du côté de Louis XIV, je me demande si finalement la remarque du maréchal de Duras ne l'a pas aussi un peu impressionné. Jusqu'où on peut aller dans la crédulité? Jusqu'où le roi de France peut-il se montrer amateur de faits bizarres? Il y avait eu l'affaire des poisons. Sa propre maîtresse, Madame de Montespan, avait été mêlée à cette affaire. Bien sûr, bien de ses proches aimaient ces histoires de fantômes, d'apparitions. C'est beau, c'est poétique. Mais en même temps, le roi parle au nom de l'État. Est-ce que l'État peut cautionner des dérives que par ailleurs il a été obligé de punir avec la plus grande sévérité dans l'affaire des poisons? Donc je pense qu'il y a peut-être une prudence, et si, vous le voyez, le message était multiple, faire la paix, supprimer la capitation, ce qu'il a fait, de renforcer la réforme morale. Il a proposé cette déclaration de décembre 1698 pour une éducation des protestants. Sur la lutte nouvelle à l'égard des protestants, c'est ce qui s'est passé dans les Cévennes. On sait comment ça a tourné, c'est-à-dire qu'il y a eu une insurrection, une guerre civile, la guerre des Camisards. Donc d'une certaine façon, probablement, cette politique a été appliquée en réalité. Mais on ne l'a pas relié à ce signe du ciel, finalement, que pourrait être l'apparition d'un fantôme à Salon de Provence.